Bonjour, je vous accueille aujourd'hui devant l'image d'une carte en hexagone pour faire du JDR en X-Crawl. Je vais revenir un peu là-dessus un petit peu plus tard, d'autant que c'est pas le sujet unique de cette vidéo, ni même peut-être le sujet central, bien que ce soit très lié. Je veux parler de JDR en table ouverte en prenant support sur des ressources qui à l'origine sont plutôt du monde anglophone mais qui ont été traduites notamment chez PTG PTB, un site dont j'ai déjà parlé, hein, qui traduit plein d'articles de théorie du JDR bien cool. Mais aussi je vais me baser sur le site c'est pas du JDR.fr par Mathieu B, où il y a aussi voilà, quelques informations et traductions liées à ce type de jeu qu'on appelle le West Marches ou les marches de l'Ouest en français. Là, c'est un article de Ben Robbins, traduit par Samuel G et sa team. Je vais commencer par cet article-là qui parle du jeu en table ouverte d'une manière générale, puisque West Marches, les marches de l'Ouest, c'est une façon de jouer comme ça, mais ce n'est pas forcément la seule. Donc c'est Justin Alexander, alias Alexandrian, qui tient depuis très longtemps un super blog sur le JDR, qui évoquait ça. Moi j'étais tombé sur ses articles à ce sujet, sur son blog vers les années, je pense, 2015 peut-être. Et ça m'avait tenté, alors j'ai pas eu l'occasion de vraiment pratiquer de la façon dont il préconise, mais j'ai pu faire, le plus proche que j'ai fait c'est sous Twitch, hein, des parties où les gens pouvaient venir avoir leur mini fiche de perso et jouer... avec le système ATRPG qui a été rebaptisé Minotaur, créé par Fibre Tigre et géré par une autre équipe depuis, dont Nishru Dopal Rollist. Ok, allons-y. Alors, qu'est-ce que le jeu en table ouverte et pourquoi ça existe? C'est pas très courant, mais ça existe. Dans le JDR qu'on va qualifier de traditionnel, pour ce que ça peut vouloir dire, on cherche à monter... une équipe avec très généralement un ou une MJ, meneur, meneuse de jeu, qui va animer une histoire, et des personnes autour de la table qui vont chacune disposer d'un personnage joueur, un PJ. Et cette équipe va rester en place le temps d'une campagne qui peut être... ça peut être des one-shots, mais sinon souvent ça va être des campagnes qui seront soit fermées entre guillemets dans le sens... où on achète un livre du commerce, il y a 5 scénarios qui font une campagne et quand ça sera fini, ce sera fini. Ou des campagnes un peu plus ouvertes quand même, en mode bac à sable, où on va pouvoir se balader où on veut, jouer des années éventuellement, peut-être enchaîner plusieurs campagnes du commerce, etc. Tout ça c'est très bien, et c'est heureusement toujours légitime, il n'y a pas de souci. Mais avec nos emplois du temps de grandes personnes, ça peut devenir de plus en plus compliqué d'arriver à se retrouver régulièrement, etc. etc. D'où l'idée d'avoir potentiellement une table de jeu de rôle qui s'accommode des emplois du temps de chacun. Et c'est là que la table ouverte intervient. Puisque, alors je vais pas lire l'article, hein, je le montre en m'attardant peut-être parfois sur certains morceaux, mais je vous invite à aller voir les sites en question. Alors, si vous allez sur les sites français, il y a des liens qui pointent vers les originaux, bien sûr, etc. Donc en gros, je vais rester sur cette page pour indiquer un peu comment ont débuté ces tables ouvertes, parce que ça existe quand même depuis très longtemps, même si c'est pas ce qu'il y a de le plus pratiqué. Quels sont les principes en jeu? C'est essentiellement le fait de, au lieu de réunir une équipe précise de gens qui vont avoir des personnages, on réunit un pool de personnes, un ensemble, un groupe qui peut monter jusqu'à... Enfin, il n'y a pas vraiment de limite, mais ce qui est cité dans certains exemples sur lesquels on passera peut-être après, c'est des exemples des groupes de 10 à 14 personnes. Je crois que c'était l'expérience qui avait été faite par Ben Robbins. Mettons 10 personnes. Parmi ces 10 personnes, certaines vont être disponibles à des moments plutôt que d'autres. En fait, l'idée, il peut même y avoir plusieurs MJ dans le tas. Ça peut être un système avec 2-3 MJ, puis suivant les disponibilités, on joue avec un tel ou un tel. On sent venir le truc qu'il va falloir avoir une bonne communication en dehors des parties quand même. Mais en gros, l'idée, c'est que plutôt que de se dire, mince, faire
une sorte de, qu'on appelle ça, là, les doodles ou les framadate pour savoir qui sera disponible dans les mois qui viennent, à voir si on arrive à trouver une date commune pour tout le monde. Là, plutôt, on fixe des dates. Et c'est une initiative qui peut venir de la part des joueurs et des joueuses. C'est un peu ce qui est suggéré dans cette façon de faire. D'ailleurs, ouais, pour toute cette partie-là, je vais plutôt aller sur l'article qui parle des marches de l'Ouest, même si il y a des spécificités, mais en tout cas, on va être sur des aspects bien définis, bien décrits de la table ouverte. Voilà, pas de planning figé. Chaque session, là c'est un compte rendu d'expérimentation, donc c'est pour ça qu'on parle au passé. Chaque session a été programmée par les joueurs à la volée. Donc bien sûr, il faut quand même qu'il y ait un ou une MJ dispo, mais enfin ça peut être parmi les joueurs, quelqu'un qui dit après-demain, moi je suis dispo et j'aimerais bien jouer. J'ai trouvé un autre joueur ou une autre joueuse qui serait disponible aussi, on est déjà au moins 2. Est-ce qu'il y a moyen de faire une partie? Il n'y a pas important, hein. Du coup, ça veut dire forcément qu'il n'y a pas d'équipe régulière, parce que c'est sur les 10 personnes potentiellement à table, tout le monde ne sera pas disponible. Et puis, suivant combien ce qu'on fixe comme limite de personnes par partie, 3, 4, 5 PJ, 6, ça commence à être compliqué, mais bon. Donc, en tous les cas, on n'aura jamais tout le monde en même temps. Ce qui fait que le roster va évoluer. Ça peut ressembler à certaines séries, comme le dessin animé Masque, où il y avait ce côté-là. Bon, c'est vieille ref. Mais en gros, voilà, on va varier de session en session. Et il n'y a pas d'intrigue linéaire, il n'y a pas de grand... alors on pourrait faire des exceptions, je ne dis pas que ce serait impossible, mais par défaut, dans ce qui a été expérimenté et pratiqué le plus souvent avec les West Marches et compagnie, c'est plutôt un bac à sable où côté MJ, on crée un univers, des dynamiques, des personnages. Encore que je dis côté MJ, mais ça pourrait être une création commune aussi. On pourrait faire pendant un mois, créer à plusieurs un univers et ensuite commencer à jouer dessus. Quoi qu'il en soit, voilà, je pars du principe par défaut que côté MJ, l'idée c'est de préparer un bac à sable. Ce qui fait qu'ensuite, d'une part, les côté PJ, les personnages qui manquent, une ou deux aventures, sont moins lésés que s'il y avait une aventure très linéaire. Alors je veux pas cracher sur le dos des aventures linéaires qui ont leurs gros avantages en termes de gestion du rythme, des climax et tout. Le bac à sable, ça peut avoir ça peut pêcher au niveau du rythme quand même parfois, hein, parce que autant dans un roman, dans un film, on peut être très précis sur l'arrivée des événements, autant sur un bac à sable, forcément, il faut être prêt à avoir des moments plus mous peut-être. Enfin, après, ça dépend de la tablée aussi, mais quoi qu'il en soit, côté MJ, on a cette approche via Sandbox qui fait qu'on peut plus facilement répondre présent ou présente à une sollicitation demandée par la tablée. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de préparation normalement. Alors, ce qui est préconisé quand même, c'est que quand l'équipe, si c'est une session de jeu qui est demandée par les joueurs, ça serait bien que les personnes concernées indiquent quand même ce qu'elles comptent faire dans la session qui va arriver, pour quand même que la MJ puisse se préparer un minimum. Il y a moins de préparation que sur un scénar du commerce ou quoi traditionnel, et a fortiori moins que si on fait une campagne écrite de A à Z. Mais quand même, c'est bien si on sait quel lieu va être visité, quels personnages non-joueurs vont être impliqués, etc. etc. Voilà, pourquoi ça s'adapte bien aussi au West Marches, c'est que j'ouvrais tout à l'heure sur un X-Map, X-Roll. Les marches de l'Ouest, ça a été préparé, théorisé sur l'exploration d'une carte de ce type où y a un QG et puis on a un QG où ça peut être une caravane qui se déplace. En tout cas, pour que ça marche bien, le côté équipe qui change d'une session à l'autre, il faut pas, dans l'idéal, il faudrait éviter qu'une équipe se retrouve à la fin d'une session de jeu loin de tous leurs camarades avec l'impossibilité de changer l'équipe facilement. Ça voudrait dire qu'il faudrait enchaîner une deuxième session avec les mêmes personnes. C'est pas dans l'esprit de cette table ouverte. Donc le principe qu'on retrouve aussi, je crois, de mémoire, dans une extension d'un livre de Warhammer 2e édition, c'était Caracasgal, je crois, avec l'exploration d'un donjon, mais quand même une auberge en haut, enfin un petit village à la surface.
Donc on pourrait faire du Warhammer en table ouverte dans ce contexte-là, où à chaque session, on joue des héros qui vont descendre, explorer une partie du donjon, et puis s'arranger pour revenir, ou mourir, en tout cas si possible, s'arranger pour revenir en fin de session, pour que la fois suivante, on puisse éventuellement changer les PJ concernés. Donc cette carte hexagonale, on va se déplacer, on va explorer une case par exemple à chaque session de jeu. Et donc il y a des choses cachées dedans que la MJ va pouvoir révéler au fur et à mesure qu'on explore. Et c'est là où c'est quand même bien de pouvoir se préparer un minimum, mais ça reste normalement, l'esprit c'est que ça soit une préparation simple côté MJ pour pas trop se prendre la tête. Je pense qu'on le comprend bien à ce stade, le but de la table ouverte, c'est de simplifier beaucoup de choses au niveau de la logistique. Voilà. C'est quand même l'objectif principal. Donc c'est bien de pouvoir trouver des gens à la volée sans avoir à galérer sur les emplois du temps. Mais c'est bien aussi si on peut faciliter la préparation des parties. Pour autant, parce qu'on pourrait dire que oui, avec les jeux en narration partagée, on supprime souvent, dans nombreux cas, on supprime encore plus la préparation. Oui, tout à fait. Bon, mais là, on est sur des jeux qui sont potentiellement quand même des jeux à secret. Alors, bon, tout le monde n'aime pas ça, mais il y a aussi beaucoup de gens, moi j'en fais partie, qui aiment bien avoir des choses à découvrir petit à petit qu'on n'aurait pas soi-même créé, quoi. Voilà. Il en faut pour tous les goûts. Et ça avait commencé la pratique de la table ouverte avec les méga donjons, alors là on parle des premières années de Donjons et Dragons, hein. Et on trouve des cartes, là, sur le blog d'Alexandrian, on trouve des cartes, des articles sur les méga donjons qui sont assez intéressants. C'est une alternative aux cartes Hexa, hein, mais il n'y a pas une solution meilleure qu'une autre. Mais je vais en profiter pour montrer un petit peu, parce que j'ai parlé déjà des cartes pas hexadécimales, non, ça c'est de la programmation, en hexagone. Il y a un site, westmarches.games, que j'ai trouvé en préparant cette vidéo, qui a l'air pas mal, hein, qui permet de... Ça ressemble un peu à Battle for Westnote, là, un jeu de stratégie gratuit qui est pas mal aussi. Ce site semble faciliter la création de cartes assez jolies, qui doivent être aussi faciles à partager auprès d'une tablette, etc. J'ai vu que c'était... on peut créer en sorte un univers qu'on va partager à plusieurs MJ et tout. Je sais pas si c'est bien, si c'est payant au bout de 2 semaines ou quoi, j'en ai aucune idée. Mais ça a l'air sympathique. Mais sinon, voilà, Alexandrian, si on va à la source de ces articles... Il a toute une série de billets sur, voilà, c'est ça. Sur l'X-Roll, il a tout un tas de ressources, hein, qui peuvent être vachement intéressantes. Moi, ça m'intéresse de lancer de la table ouverte, mais je pense pas que je le ferai en mode hexa, à vérifier, enfin à confirmer ou quoi, mais alors, je serais plus tenté par une structure type méga donjon, mais sans que ce soit un donjon à proprement parler, à la Donjons et Dragons, mais bon, enfin, de toute façon, c'est pas pour tout de suite, je vais pas m'apesantir là-dessus. Je voulais juste montrer le principe général. On retrouve ici quelques principes que j'ai un peu dictés là. Donc la structure de base d'une campagne méga donjon est simple. C'est un énorme donjon, donc on peut pas le finir en 1, 2, 12 séances. Donc il faut que ça laisse du travail pour pas mal d'équipes. Il y a dans les environs une ville en plein essor, en tout cas une sorte de QG, où les PJ peuvent former des groupes d'aventuriers pour explorer le méga donjon. Et à la fin de chaque session, tout le monde retourne à la ville pour qu'au début de la prochaine session, un nouveau groupe d'aventuriers puisse se former, etc. C'est simple, ça a l'air d'être efficace pour pas mal de gens qui jouent comme ça. J'ai vu des sites où les gens pouvaient payer... alors je ne veux pas rentrer dans le débat des MJ payants, c'est vraiment pas la question, mais aux USA où il y a un public anglophone, enfin je dis aux USA, mais du coup c'est dans le monde, quoi. Le public anglophone est forcément beaucoup plus large et ça ouvre des opportunités professionnelles pour certains MJ. J'ai vu qu'en langue anglaise, certains faisaient des sortes de tables ouvertes où ils ont parfois 100 PJ dans leur univers et qui font alterner suivant les disponibilités des uns et des autres.
Ok, pas besoin d'en dire plus, je pense, pour l'instant. C'est possible que je revienne sur le sujet, mais je voulais juste montrer un peu les volontés, les objectifs en fait de cette façon de jouer, et puis évoquer un peu West Marches, les marches de l'Ouest, puisque c'est une façon de faire qui est souvent, je pense que c'est celle qui est le plus souvent citée quand on parle de jeux en table ouverte aujourd'hui. Ah oui, juste, je l'ai mentionné en deux mots, mais il y a des choses qui sont simplifiées dans cette façon de jouer, d'autres choses qui sont peut-être complexifiées, parce que si tout le monde n'est pas là à chaque fois, c'est quand même bien que tout le monde se tienne un peu au courant de ce qui s'est passé. Donc ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait des comptes rendus de parties, etc., etc. C'est plus ou moins important suivant si une intrigue globale se met en place ou pas. Si on est vraiment dans du bac à sable où c'est toujours des petites histoires qui se déroulent, à la limite c'est pas trop grave si on se tient pas au jus. Bah, par contre, c'est vrai que s'il y a des grands enjeux qui commencent à émerger, ce qui est quand même assez probable, bah là, oui, c'est un peu dommage d'arriver pour jouer sans savoir ce qui se passe. Encore que, bon, on peut vite être mis au parfum en début de partie, mais en tout cas, voilà, il n'y a aucune solution parfaite. Ça peut être un peu plus compliqué de garder trace de tout ce qui se passe s'il y a beaucoup de monde et que le rythme est assez effréné au niveau du jeu, évidemment. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, on trouve plein de conseils pour organiser tout ça. Et bon, soit j'y reviendrai, soit j'y reviendrai pas. Mais en tout cas, si vous avez eu l'occasion de tester ou vous comptez le faire, ça m'intéresse. Eh bien, à bientôt. Bonne journée, bon week-end, bonne semaine. Ciao.